Les relations gouvernementales sont un sujet qui revient très, très, très régulièrement. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose sur lequel on peut trouver énormément de contenu en tant que tel sur le web ou n'importe où. D'autant plus qu'il y a eu toutes sortes de vagues dans le milieu, puis on est chanceux ce matin d'avoir quelqu'un qui va pouvoir nous en parler. Fait que ce matin, j'ai la chance, le privilège de vous introduire 3 personnes qui vont travailler à vous partager leur vécu par rapport aux relations gouvernementales. Je vais juste nommer leur nom, je vais les laisser se présenter par après. Parce que c'est toujours mieux quand les gens se présentent eux-mêmes. Puis après ça, je vais pouvoir placer le contexte et on va pouvoir commencer la discussion. Je commence avec Martin Roy, qui est président-directeur général du regroupement des événements majeurs internationaux et festivals et événements majeurs canadiens. Donc, Martin, bon matin. Bonjour. Et j'ai aussi Maître Philippe Plourde, qui est avocat pour Lobbyisme Québec. Bon matin, Philippe. Bon matin. Et quelqu'un que vous avez déjà vu dans vos médias à quelques reprises, que vous avez entendu à la télévision, à la radio, surtout que c'est un ancien ministre, donc, mais c'est plus que juste un ancien ministre. Bonjour Jacques, qui est avocat conseil chez Deveau Avocats et qui est conseiller senior chez Sherpa. Bon matin, salut. Jacques. Bonjour. Écoute, Martin, après ça, dans le même ordre, juste prendre 2 secondes, vous présenter puis un petit peu expliquer votre background par rapport à ce qui est des relations gouvernementales. Là, je vais finir avec toi, Jacques. Là, Martin, je vais commencer avec toi. Oui, je vais faire ça assez rapidement. En fait, donc, Martin Roy, je suis président-directeur général du REMI, le regroupement des événements majeurs internationaux, qui est cette association de 28 des plus grands festivals et événements au Québec, qui rassemble à peu près tout ce que vous pouvez imaginer, le Carnaval de Québec, Festival d'été, jazz, Oshéaga, Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, etc. Donc, ça, c'est pour ce qui est du REMI. Et depuis 2016, je m'occupe aussi comme directeur général du pendant canadien du REMI, qui est FAME, Festival and Major Events, donc une association qui, elle, regroupe tous les festivals et les événements canadiens à travers des memberships directs et affiliés. Là, donc, je représente plus de 500 festivals et événements à travers le Canada quand je m'adresse au gouvernement fédéral surtout. Donc, ça, c'est pour ce qui est de ce que je fais. Ce que j'ai fait auparavant, puis qui m'amène ou qui m'a amené à faire ça, à la base d'une formation en journalisme. J'ai travaillé un peu dans le domaine des médias. J'ai été brièvement au Soleil à Québec. Ensuite, j'ai fait le saut en politique. J'ai travaillé 6 ans dans un cabinet ministériel. J'ai été donc à même de constater vraiment comment ça fonctionnait, le cabinet ministériel. Dis pour qui, Martin? Dis pour qui. J'ai aucun problème à vous dire. De 97 à 2003, j'étais avec Louise Beaudoin, la ministre, au ministère de la Culture et des Communications, puis ensuite au ministère des Relations internationales. Et donc, ensuite, après la politique, je suis allé surtout en communication pendant une dizaine d'années. J'ai travaillé comme directeur des communications à La Ronde, avec Cavalia, à la Fête nationale du Québec, et je me suis retrouvé donc au REMI en 2010. Alors, en gros, c'est un peu ça que j'ai fait. Merci, Martin. Philippe, à ton tour. Oui, bonjour. Donc, Philippe Plourde, je suis avocat aux affaires juridiques chez Lobbyisme Québec ou commissaire au lobbyisme du Québec, donc qui est une personne désignée par l'Assemblée nationale pour exercer un contrôle et une surveillance des activités de lobbyisme, mais aussi pour promouvoir la transparence et le sain exercice de ces activités-là. Donc, je suis un petit peu plus volet légal, je dirais, contrôle des activités de lobbyisme en particulier, des activités qui sont faites par les lobbyistes. Donc, une approche peut-être un petit peu différente de mes 2 collègues panélistes ce matin, mais bien content d'être présent avec vous et de vous présenter un petit peu la mission du commissaire au lobbyisme du Québec et l'encadrement des activités de lobbyisme au Québec. Jacques, si tu peux nous résumer ta carrière rapidement. Oui, rapidement. À l'origine, moi, j'étais un avocat en droit criminel. J'ai pratiqué pendant 17 ans le droit criminel, à la fois d'abord comme avocat de défense, puis ensuite comme procureur de la Couronne, particulièrement à la lutte au crime organisé. J'ai été élu député de Saint-Laurent en 1998 et à partir de 2003, j'ai occupé certains postes gouvernementaux au sein du gouvernement Charest. J'ai quitté la politique en 2010 et je suis devenu avocat conseil dans un bureau d'avocats. Et récemment, j'ai joint un groupe qui s'appelle Sherpa, S-H-E-R-P-A,
qui est une entreprise de relations gouvernementales, relations publiques et lobbying. Et je mentionne que depuis 2010, je pourrais vous expliquer si ça vous intéresse, mais je n'ai jamais accepté de mandat de lobbyiste. Alors voilà. Excellent. Merci, Jacques. Écoute, je suis très heureux de vous avoir tous les trois. Si on place un petit peu le contexte, pourquoi on est là ce matin, l'interaction avec les instances gouvernementales dans les OBNL, c'est quelque chose de central, que ce soit en termes de financement, que ce soit en termes de changement législatif. Je pense que ce qu'on veut accomplir ce matin, c'est un peu de démystifier le fonctionnement, comment ça marche, c'est quoi les paramètres dans lesquels on peut opérer pour être capable d'influencer, puis en même temps aussi de faire des demandes et de faire de la représentation. Il faut être conscient, tu sais, tu as parlé de 2010, il y a eu une époque où ça a été, dans certaines régions, plus le Far West que d'autres, là, où il y a eu des scandales aussi. Fait qu'il y a des nouvelles règles de jeu qui ont été mises en place, on commence à le voir. Les 4 niveaux gouvernementaux sont importants. Très souvent, on pense à 3, mais il y a le volet régional aussi avec les MRC, puis certaines infrastructures aussi dans les régions, là, que ce soit les régies régionales de santé, pardon, ça ne s'appelle plus comme ça, là, mais les offices de santé qui sont au niveau régional. Puis, je ne peux pas parler de représentation gouvernementale sans parler du cynisme qui accompagne un peu la gestion publique. Fait que je suis heureux ce matin qu'on puisse démêler un peu tout ça, aider un petit peu les gens qui vont écouter à placer leurs interventions puis à comprendre le système. J'aimerais ça qu'on commence comme la première étape d'aptitude politique. C'est un terme qu'on a entendu déjà, mais qu'est-ce qui font les bonnes qualités d'une personne qui va être en interaction avec ses représentants gouvernementaux? Martin, en tant que représentant qui est au quotidien, quelles sont les qualités que tu vois que tu as besoin le plus possible dans ton portefeuille de qualité ou d'aptitude ou dans ce que tu fais? Bien, je pense qu'à la base, si on veut démystifier le travail et tout ça, à l'intention de tout le monde, c'est je veux aussi le simplifier, c'est-à-dire que à mon avis, tout le monde est capable de faire des relations gouvernementales, là. Tous ceux qui sont ici peuvent le faire et souvent, on est un peu terrorisé ou un peu craintif là, vis-à-vis de ce milieu-là, mais à la base, si on ramène ça à ce que c'est une rencontre et c'est essentiellement une série de rencontres avec des élus qui sont là pour nous aider. Alors, c'est à la base, c'est ça, il faut ramener ça à ça. Et oui, bien sûr, je pense que c'est important de savoir communiquer, d'abord de se faire une tête sur ce dont on a besoin et de bien le digérer et ensuite d'aller vers les autorités compétentes pour leur expliquer nos problèmes et le plus simplement possible, de la façon la plus concise possible et en appelant aussi à des actions, c'est-à-dire pas juste de rencontrer pour rencontrer, mais en bout de compte, en bout de piste, dire, ben voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, puis comment on peut s'aider réciproquement, parce que l'élu, il a aussi besoin de l'avis de l'organisme ou du lobbyiste, c'est-à-dire s'il veut bien faire son travail, il veut comprendre le milieu avec lequel il interagit, il veut avoir des solutions, et c'est beaucoup plus simple de passer souvent par des lobbyistes que d'aller rencontrer tout et chacun sur le terrain. Alors, il y a, je pense, disons, une réciprocité dans cette relation-là aussi qui peut s'installer. Jacques, toi qui as rencontré des groupes de pression, des groupes d'intérêt toute ta vie, tu dirais quoi sur ces qualités-là? Ça m'a fait sourire quand tu as dit souvent on a peur d'aller voir les autorités politiques. On ne connaît pas ce monde-là, c'est un monde mystérieux. Je veux d'abord dire à tout le monde qui écoute que la politique, au fond, c'est des relations humaines. C'est-à-dire que les politiciens, les politiciennes, ce sont des humains. Ils ont un cœur, ils ont une intelligence et ils ont des intérêts partisans. Quand on rencontre une autorité politique, une bonne personne qui rencontre une autorité politique pour faire une demande, qui soit un lobbyiste ou qui soit comme vous, approcher le gouvernement, il faut d'abord savoir lire le gouvernement. Les gouvernements se succèdent, mais ils ne sont pas tous pareils.
Là, je vais vous parler du gouvernement Legault, par exemple, puisqu'on est en 2022. Tout le monde aura compris que le gouvernement Legault est un... Et là, je ne le dis pas avec préjudice, là. Le gouvernement Legault est un gouvernement populiste. C'est-à-dire que le gouvernement Legault base son succès sur le fait qu'il parle comme la population et qu'il a les mêmes intérêts que la majorité de la population. De telle sorte que quand vous approchez quelqu'un du gouvernement Legault, il faut savoir que c'est un gouvernement populiste et donc il faut que le dossier que vous allez lui présenter soit un dossier qui fasse voir à l'élu, au ministre ou à quelqu'un que c'est un dossier qui va plaire à la population. Donc, il faut savoir lire le gouvernement. Je vous parlerai un petit peu plus loin, si c'est possible, Stéphane, de comment on aborde un dossier auprès du gouvernement quand on veut avoir un succès au niveau d'une subvention ou un succès au niveau d'un programme ou un succès au niveau d'un projet de loi. J'ai des petites idées à vous donner là-dessus. J'ai une sous-question avec ce que tu viens de dire, Jacques, parce que là, c'est sûr que ton vécu est beaucoup plus au niveau du gouvernement provincial, Martin aussi. Mais dans le cadre où on travaille avec le municipal, où c'est moins clair, où il y a moins d'équipes, où les orientations politiques ne sont pas toujours gauche-droite, elles sont souvent plus mélangées. Puis, tu sais, on sait qu'une fois qu'un conseil de ville est arrivé en place, il n'y a comme plus de parti non plus. Fait que, comment tu vois ça, la partie municipale? Bien, je le vois un peu de la même façon, mais je vais l'adapter, que ce soit municipal, que ce soit régional. Vous rencontrez quelqu'un qui est élu par la population. Lui, là, d'un 4 ans à un 4 ans, son obligation et son objectif, c'est additionner les gens qui vont être favorables à sa cause, à lui. De telle sorte que quand vous présentez le dossier à un élu municipal, par exemple, il faut lui faire voir que s'il consent à la demande que vous faites, la population va l'apprécier. Il faut que vous prépariez votre dossier de telle façon que quand vous quittez le bureau, puis qu'il parle à ces gens dans le bureau, ils se disent « Hey, ça va être bon, ça. Ça va être bon. » Puis il faut pas être trop cynique. C'est sûr que les élus souhaitent le meilleur pour leur communauté en même temps qu'ils souhaitent être élus. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. C'est une réalité. Mais donc, présenter le dossier comme étant bon pour la population puis bon pour l'élu que vous rencontrez. Évidemment, là, on ne parle que des élus. Tantôt, je vous parlerai de l'administration, c'est-à-dire les fonctionnaires. Oui, les hauts fonctionnaires. Ouais. Ben, là, on a parlé de différentes choses. On a parlé d'affaires publiques, de relations gouvernementales, de lobbying. Simon, comment on s'y retrouve dans ces termes-là? Puis comment le gouvernement a encadré les différentes actions, juste en termes de définition un petit peu? J'imagine que vous vouliez dire moi au lieu de Simon, mais okay. Oui, effectivement. Bien, le lobbying, c'est un concept qui est peut-être très méconnu, même dans la manière où Jacques ou même Martin en parlent, ils ont peut-être même une opinion différente de ce qu'est le lobbyisme, c'est-à-dire que faire des activités de lobbyisme est tout à fait légitime dans notre société. C'est même souhaitable, comme le mentionnait Martin, c'est-à-dire que les élus souhaitent avoir de l'information supplémentaire. Ils ne peuvent pas tout connaître. Ils ont besoin de plusieurs points de vue pour prendre leurs décisions. Donc, faire des activités de lobbyisme en tant que telle est une activité qui est tout à fait légitime si elle est faite de manière transparente. Donc, si les activités de lobbyisme sont divulguées à un registre public, donc que les citoyens peuvent consulter, etc., en prendre connaissance et se faire leur propre idée aussi. Une activité de lobbyisme en tant que telle, c'est une communication qui est faite avec un titulaire de charge publique. Donc, ça peut être un ministre, les élus, les fonctionnaires au niveau parlementaire, gouvernemental et municipal au Québec, dans le but d'influencer ou qui est susceptible d'influencer la prise de décision de ces élus-là, de ces fonctionnaires, etc. Sur toutes les décisions qu'on peut penser, ça peut être des modifications législatives, des modifications réglementaires, obtenir des orientations, demander un appui, par exemple, pour un projet particulier, des demandes de subventions, des demandes de contrats. Donc, toutes ces activités-là qui tentent d'influencer, qui sont susceptibles d'influencer la prise de décision d'un titulaire de charge publique, bien, lorsqu'on est un lobbyiste,
on doit inscrire ces activités-là. Donc, il y a les lobbyistes professionnels, puis c'est souvent à ces lobbyistes-là qu'on fait référence, mais dans les organisations, dans les entreprises, il y a également des lobbyistes. Donc, ce ne sont pas toujours des lobbyistes professionnels qui sont rémunérés pour faire une action en particulier, mais ça peut être des représentants d'entreprise ou des représentants d'organisations. Donc, ce n'est pas toujours négatif, le lobbyisme, loin de là, c'est même souhaitable. Donc, c'est vraiment de peut-être mieux s'informer, de mieux comprendre qu'est-ce que le lobbyisme, comment on l'encadre au Québec. Et à ce moment-là, bien, dans les interactions que vous pourriez avoir avec différents élus ou fonctionnaires, bien, ça va être favorable de votre côté là, pour ces rencontres-là. Philippe, Stéphane, est-ce que je peux me permettre d'ajouter un petit quelque chose? Et Philippe, corrige-moi si je me trompe, mais un lobbyiste qui fait affaire avec le gouvernement a 30 jours après avoir fait la démarche auprès d'un élu pour s'inscrire au registre des lobbyistes. Je ne me trompe pas, c'est 30 jours. Effectivement, il y a des délais, ça va dépendre de la situation. Lorsque vous parlez d'un lobbyiste conseil, c'est effectivement 30 jours. Mais lorsque c'est un lobbyiste d'entreprise ou d'organisation, ça peut être 60 jours, mais ça va dépendre de la situation. Moi, ce que je veux dire là-dessus, si j'étais aujourd'hui un ministre du gouvernement, honnêtement, Philippe, je refuserais de recevoir un lobbyiste qui n'est pas déjà inscrit au registre des lobbyistes. Autrement dit, je ne prendrais pas la chance qu'à l'intérieur de ce délai de 30 jours ou de 60 jours qu'il a pour s'inscrire, qu'un article dans le journal soit publié à l'effet que moi, le ministre un tel, j'ai rencontré un lobbyiste dans le projet un tel. C'est encore là, tu comprends, Philippe, c'est encore là qu'il y a une espèce de situation politique qui fait en sorte que moi, là, si j'étais ministre aujourd'hui, quelqu'un demandait de me voir dans le cadre de la loi sur le lobbying, je dirais, êtes-vous inscrit? Non, je vais m'inscrire dans 30 jours après vous avoir rencontré, monsieur le ministre. Non, allez vous inscrire, on se verra après. Mais ça, c'est la prérogative. On voit l'expérience, Jacques. Ce que j'allais dire, c'est que ça, c'est la prérogative du titulaire de charge publique aussi. Je veux dire, le titulaire de charge publique a le droit de décider qui il rencontre et qui il ne rencontre pas. Effectivement, le délai de 30 jours rend les choses peut-être un petit peu plus compliquées. Je pense que le commissaire au lobbyisme, Maître Routier, c'est pas caché qu'une révision des délais serait peut-être nécessaire, justement pour adapter à cette situation-là. Messieurs, vous ouvrez la porte à une de mes questions, puis je vais être curieux d'aller dans un deuxième temps. Rappelez-vous du concept, là. On sort de la période des fêtes, Ciné-Cadeau vient de finir. On a tous écouté le film d'Astérix où on voit la Maison des Fous. On compare souvent la machine gouvernementale à cette image-là, la Maison des Fous d'Astérix. Je suis curieux de vous entendre sur ce que vous en pensez pour avoir opéré à l'intérieur. Puis Martin, particulièrement toi, qui l'as vu des deux côtés de la frontière. Puis je vais même mettre une sous-question, Martin, que je veux que tu abordes dans ton propos. On a tous dans les organismes, là, on n'a pas des compagnies privées avec des millions, là, des ressources très limitées. Dans certains cas, il y a des organismes qui sont des one-person shows, des organismes qui sont tenus par une seule personne. Des fois, c'est des comités de bénévoles. Donc, dans ce labyrinthe, dans toutes ces étapes-là, puis après ça, Monsieur Maître Plourde, je vais être curieux de voir comment c'est juridiquement structuré, là. Mais comment on se retrouve, puis comment on réussit à être efficace quand on est en équipe réduite? Martin? Bien, je pense qu'il y a des incontournables, là. Il y a un certain nombre de choses qui doivent ou qui peuvent être faites assez simplement par des organisations, même quand elles sont, disons, à staff réduit. Et l'important pour moi, en termes de relations gouvernementales ou de lobbyisme, c'est d'instaurer une relation continue avec les élus ou les responsables de nos dossiers. C'est qu'il ne faut pas penser non plus aller voir des élus ou des représentants juste quand ça va mal. L'important, selon moi, c'est d'établir cette relation. C'est exactement. C'est comme son banquier. C'est un peu la même chose, mais il y a des choses qui sont relativement simples. Bon, évidemment, quand il y a une élection, après l'élection, il m'apparaît assez de base de prendre contact avec le nouvel élu, d'abord de le féliciter, mais de se présenter aussi, de dire, ben moi, j'œuvre peut-être même dans votre circonscription, voici ce que je fais dans la vie, puis voici les défis auxquels je suis confronté de façon générale. Puis,
peut-être que dans votre mandat, on va avoir à se rencontrer de nouveau. Puis d'ailleurs, si ça vous intéresse, je suis disponible pour qu'on se rencontre puis que je vous explique encore davantage ce dont il s'agit puis ce que je fais dans la vie. Alors, évidemment, quand on va avoir un écueil, je ne sais pas, 18 ou 24 mois plus tard, bien, il y aura déjà une relation qui se sera installée puis on ne partira pas de zéro. Alors, pour moi, ça, à la base, c'est surtout ça. Bien sûr, Astérix, le formulaire A38, ça, on l'a tous, en tout cas, moi, je le vis presque hebdomadairement. Là. Des fois, on ne comprend pas pourquoi c'est si compliqué, puis pourquoi. Bon, parfois, il y a certains élus ou certains fonctionnaires qui compliquent les choses, puis c'est en quelque sorte aussi un positionnement. C'est parce qu'ils ne savent pas trop, d'une part, quoi répondre ou ils ne veulent pas répondre tout de suite ou pour une raison qui nous échappe. Ils ne sont pas en mesure de donner une réponse qui nous soit, qui serait appropriée ou adéquate. Mais ça, c'est une autre histoire, effectivement. Mais j'en reviens, encore une fois, j'essaie de simplifier au maximum. Établissez tout simplement une relation avec les personnes qui sont les plus à même de vous aider. Est-ce que tu me permets, Stéphane, d'ajouter? Oui, parce que je suis tout à fait d'accord. Juste avant, Jacques, juste préciser, ceux qui ont des questions, inscrivez-les dans le chat. Ça va être plus facile à gérer, puis on pourra les prendre en fonction des blocs là, un peu après. Je suis tout à fait d'accord avec Martin sur la relation qu'il faut établir. Puis là, je vais vous donner un petit conseil pratique. D'abord, si vous êtes dans un comté où il y a un député au pouvoir, allez vous présenter au député. Voici, je suis un tel, je représente l'organisme un tel, je viens vous rencontrer simplement pour me faire connaître. Voici quels sont nos dossiers en général. Le député. Si vous voulez rencontrer un ministre, un petit conseil que je vous donne, le ministre à Québec, il est préoccupé, il est entouré. Les sous-ministres sont dans son bureau, son chef de cabinet est dans son bureau, ses attachés politiques sont dans son bureau. Si vous entrez dans ce milieu-là pour rencontrer le ministre, il est préoccupé par 5000 affaires. Allez le voir dans son comté, si vous êtes capable. Moi, là, Moi, j'étais à Québec toute la semaine. Puis quand j'arrivais dans mon comté le vendredi, je disais à mon attaché politique de comté, aujourd'hui, c'est une récréation. J'aime ça, m'en venir ici. Je n'ai pas la pression de Québec. Je n'ai pas la pression de... Et là, j'avais des rendez-vous au bureau de comté. Si vous êtes capable de rencontrer le ministre au bureau de comté, il va être moins sous pression, puis ça va être plus facile, il va être plus facile d'approche. C'est un petit conseil pratique. Vous ne serez pas toujours capable de le faire, mais si vous êtes capable de le faire, là, essayez d'avoir un rendez-vous au bureau de comté. Es-tu d'accord avec ça? On va aller... Ça, je suis d'accord avec ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Okay. On va aller un petit peu plus loin, Jacques, ce que tu viens de dire, puis je vais être curieux c'est quoi? On obtient cette rencontre-là, Philippe, puis c'est quoi les balises? À partir de quel moment on est correct, puis à partir de quel moment on dépasse les bornes, puis là, on prend une rencontre formelle, mais avec Jacques, je vais parler de l'informel. Tu sais, le député ou l'élu qui se fait accrocher à l'épicerie, là. J'ai entendu toutes sortes d'histoires d'horreur. Puis, je serais curieux, là, vraiment, de t'entendre, Philippe, sur c'est quoi les paramètres, sur ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, et ainsi de suite. Bien, essentiellement, sur ce qu'on peut dire, il n'y a pas de limite à proprement parler. Il y a un code de déontologie des lobbyistes, donc il faut agir avec respect, il y a certaines choses qu'il faut respecter, s'assurer de l'intégrité du lobbyiste, de ne pas amener l'élu, par exemple, à contrevenir à son code d'éthique. Il y a des règles classiques d'éthique et de déontologie que le lobbyiste doit respecter, mais dans les conversations qu'il peut avoir au niveau du lobbyisme, ici, là, je ne parle pas de corruption, collusion, qui n'est pas du tout mon créneau, mais il n'y a pas de limite au niveau des conversations. Par contre, comme on le mentionnait, lorsqu'on est dans une situation où on est en présence d'un lobbyiste, d'une communication d'influence, donc une activité de lobbyisme faite auprès d'un titulaire de charge publique, bien, normalement, ça nécessite une inscription au registre. Il y a des délais, comme on le mentionnait avec Jacques tout à l'heure, pour l'inscription, mais la bonne pratique serait effectivement de s'inscrire préalablement à une rencontre. Si c'est une rencontre officielle, c'est souvent plus facile de le savoir sur quel sujet va porter la rencontre et qu'est-ce qu'on désire obtenir par rapport à cette rencontre-là. Si on fait simplement se présenter, il n'y a pas nécessairement d'influence qui est là. Donc, on sort peut-être de l'activité de lobbyisme. Mais lorsqu'il y a une tentative d'influence ou que c'est susceptible d'influencer sur l'une des décisions prévues à la loi, bien, c'est là qu'on doit s'inscrire. C'est vrai que ce n'est pas facile de s'inscrire toujours. C'est une plateforme qui date quand même de 2002,
qui n'est pas récente. Donc, il y a certains enjeux parfois à l'inscription, mais c'est une seule personne, normalement, qui va aller s'inscrire. J'ai une question, justement, Philippe. C'est quoi le nom officiel du registre, le nom du registre officiel? C'est le registre des lobbyistes. Okay. Le registre des lobbyistes, mais il faut savoir que, puis on n'en a pas parlé d'entrée de jeu, mais il y a plusieurs registres. C'est-à-dire qu'au Québec, il y a la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme qui gère toutes les communications d'influence qui sont faites auprès de titulaires de charges publiques québécois. Mais il y a aussi le registre fédéral qui va gérer les activités de lobbyisme qui vont être faites auprès d'élus fédéraux. Il y a des registres aussi dans d'autres provinces. Il y a des registres dans d'autres municipalités de d'autres provinces, comme en Ontario, par exemple. Il va y avoir le registre de l'Ontario, mais aussi le registre d'Ottawa, par exemple, ou d'Hamilton. Tandis qu'au Québec, bien, ça gère que les titulaires de charges publiques québécois, autant au niveau parlementaire, gouvernemental que municipal. Mais ça s'appelle le registre des lobbyistes. C'est bon pour les deux niveaux, là. Ben, les trois niveaux, le régional, le local au niveau municipal et le provincial aussi. Oui, c'est ça. Parfait. C'est déjà ça vient. On trouve souvent qu'on a en masse de paperasse à faire puis qu'il y a beaucoup disons-le, là, de charges administratives. S'inscrire au registre, documenter, parce que je pense qu'en plus de s'inscrire, il faut qu'on documente les rencontres aussi. C'est pas tout. C'est pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'on procède à l'inscription par mandat. Donc, lorsque, par exemple, notre objectif, c'est de faire avancer un projet en particulier, on ne va pas répertorier chaque rencontre, chaque communication. À chaque fois qu'on parle à un élu, par exemple, on n'a pas à répertorier ça. On va faire une description de notre mandat, puis on va indiquer une période. Donc, la période peut normalement être d'1 an, ne peut pas excéder 1 an, mais on peut la prolonger par la suite. Donc, toutes les activités qui vont être faites dans le cadre de ce mandat-là vont être dûment inscrites. Pas besoin de faire un suivi de chacune des rencontres, de chacune des communications qu'on a. Donc, souvent, c'est des interactions, peut-être, je dirais, ça va dépendre des mandats puis des entreprises et des organisations, mais c'est quelques fois par année seulement. Là. Ça peut tourner entre une déclaration par année jusqu'à peut-être 3, 4, 5 si on a des modifications à apporter, mais ce n'est pas si lourd que ça, c'est-à-dire que ce n'est pas un suivi quotidien qu'on doit faire au registre des lobbyistes. Ça, c'est le formel. Jacques, l'informel. Te faire accrocher à l'épicerie, tu vas voir un spectacle, on te conte ces histoires-là. J'aimerais ça qu'on parle de ça. Puis comment toi, comme élu, tu as vécu ça? Ben, quelqu'un qui t'accroche comme ça, là. Ouais, vas-y, excuse-moi, Jacques. Non, ben, je vais te dire, Stéphane, la première des choses, là, j'ai souvent été consulté par des gens qui souhaitaient devenir candidats dans des élections. La première question que je leur posais, puis la plus importante, c'est « Aimes-tu le monde? » Si tu n'aimes pas le monde, va-t'en pas en politique. De telle sorte que quand vous rencontrez un politicien, en général, prenons le cas d'un ministre à l'épicerie ou autrement, ce que vous voulez, c'est ne pas le mettre mal à l'aise. Honnêtement, si vous commencez à lui parler de votre dossier entre le fromage puis le lait chez Métro, vous allez l'indisposer. Alors, vous pouvez avoir l'objectif de vouloir le rencontrer puis lui parler de votre dossier. Dites-lui simplement « Bonjour Jacques, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Éventuellement, je vais téléphoner à votre bureau puis je vais vous demander un rendez-vous. J'ai quelque chose dont j'aimerais vous parler. » Tu fais juste ça. Tu ne l'indisposes pas, tu ne le mets pas mal à l'aise, tu ne l'empêches pas d'acheter sa pinte de lait. Puis, en général, les politiciens ont cette faculté de se souvenir des visages. Parce qu'ils sont dans cette job-là de se souvenir des gens, il va probablement se souvenir de vous. Ce que vous devez faire, par contre, c'est tout rapidement après cette rencontre fortuite dans un magasin, si effectivement vous voulez le rencontrer, téléphoner puis demander un rendez-vous. Mais je vous dirais la règle d'or, il va être gentil avec vous parce que c'est sa job d'être gentil avec les gens, mais vous ne voulez pas vous le mettre mal à l'aise. Et si vous le mettez mal à l'aise, si vous lui parlez d'un dossier, d'abord, il n'est pas là-dedans. Il est en train de faire son marché ou d'acheter un habit ou je ne sais pas quoi. Il n'est pas là-dedans, puis vous l'importunez. Puis ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas, c'est parce qu'il n'est pas là-dedans. À ce moment-là. Je pense qu'on peut s'entendre dire que les interactions entre les élus et les gestionnaires, la plupart du temps, sont cordiales, mais de temps en temps, il y en a qui dépassent les bornes aussi. Bien, moi, je vais vous dire, je peux-tu vous raconter 2 anecdotes? Au moins une, pour qu'on passe à d'autres questions, mais une. OK. Alors, je suis dans une activité dans mon comté, l'activité populaire. Là. Les billets sont à 15 $.
Et il y a un lobbyiste qui m'approche pendant mon activité parce qu'il y a un dossier à Québec très important, puis il a essayé de le faire valoir en commission parlementaire, ça n'a pas marché, puis il est venu à mon activité de financement pour me parler de ça. Honnêtement, j'ai demandé à mon chef de cabinet d'aller leur conduire à la porte, là. Puis je ne l'ai jamais revu. Tu sais, c'est un manque de jugement, là. Là, à ce moment-là, non. Ça nous donne un peu les paramètres aussi. Au même titre que comment, tu sais, vu que tu disais tantôt, vous êtes des humains, il faut vous atteindre le cœur aussi, là, tu sais, il faut être capable d'illustrer. Je reviens sur toute l'idée de l'évaluation des retombées. Puis Martin était dans un secteur où il y a eu énormément de travail qui a été fait dans les dernières années sur être capable d'avoir aussi l'idée du justificatif. C'est beau, tout le monde a des bonnes missions, mais à quel point les missions ont des retombées. Je suis curieux de t'entendre, Martin, sur le fait de documenter ces retombées-là, comment ça peut faire une différence sur ce que tu vas amener comme positionnement, comme tu vas amener comme interaction. Bien, je pense qu'à la base, encore une fois, je reviens à ce qui est très de base, c'est qu'il faut élaborer pour soi, pour son organisation, un certain nombre d'objectifs, de formuler une plateforme. Moi, au Rémi en particulier, on a en constante évolution une plateforme, c'est-à-dire un document qui regroupe à peu près tout ce qu'on pourrait faire ou tout ce qu'on pourrait obtenir ou ce qu'on souhaiterait obtenir. Et évidemment, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on a des gains, bien, on en rajoute, on en enlève. Et dans cette plateforme. Et il ne faut pas aussi négliger tout le processus de consultation pré-budgétaire qui est extrêmement important pour toute personne qui fait du lobbyisme. Vous savez que, bon, on vient justement d'avoir un budget à Québec, on s'en va vers un budget à Ottawa. Or, ces exercices-là se préparent très longtemps à l'avance. Moi, dès le mois de juin, juillet, je suis en train de rédiger des mémoires, que ce soit pour Québec ou pour Ottawa, parce que c'est encore plus tôt dans la saison à Ottawa. Il faut envoyer normalement au comité permanent des finances à la Chambre des communes nos affaires quelque part au début du mois d'août, en pleine ou après les vacances de la construction, ce qui n'a aucun bon sens. Mais en tout cas, c'est ça quand même. Il faut envoyer nos demandes. Et puis ensuite, s'écoulent des mois entre la présentation des mémoires prébudgétaires et le budget lui-même. Dans ce cas-là, on parle de 6 mois. Puis dans un contexte pandémique, on sait que ça représente unité en été. À Québec, c'est plus court. Normalement, c'est après les fêtes, quelque part au mois de janvier, que le ministre des Finances appelle tout le monde à soumettre des mémoires. D'ailleurs, récemment, dans la presse, là, il y a le journaliste Francis Veil qui faisait valoir que le nombre de mémoires présentées par des organisations, des associations est en pleine expansion, en pleine explosion. Là. Il y en a eu 300 ou 400 cette année des mémoires. Et ça peut vraiment prendre la forme d'une simple lettre ou d'un petit document de quelques pages qui est envoyé dans le cadre des consultations prébudgétaires et qui est analysé au ministère des Finances. Puis les gens essayent de voir s'ils peuvent effectivement répondre ou non à ces demandes-là dans le cadre du budget qui suit ensuite. Alors ça, c'est pour moi, ça, c'est assez fondamental dans le travail. On va aller un petit peu plus loin dans ce que tu dis. Comment tu fais pour mesurer tes gains? Tu sais, là, tu parles de long terme. C'est quand même un processus long terme. Dans ta relation avec ton conseil d'administration, pas ton dashboard, là, mais tu entretiens comment tes résultats on a fait des dépôts, puis on attend les résultats réels, mettons, le budget. Les mois qui sont entre les deux, comment tu évalues l'évolution, puis comment tu traites ça entre le gestionnaire et son CA qui doit faire un certain reporting à son CA? Là? Mais c'est vrai que d'abord, il y a la notion du long terme. Là. Si les CA s'attendent à avoir des résultats demain matin, laissez faire, là, parce que ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Ça peut prendre effectivement des années. Il faut être réaliste, il faut y aller étape par étape. Tout ça, bon, je pense qu'on finit par le comprendre. Bon, quand on réussit au Rémi à aller chercher, je ne sais pas, 10 millions, c'est assez évident qu'on a fait un gain. Mais au-delà de ça, même le simple fait d'avoir obtenu une rencontre peut être présenté comme un gain. Des fois, ce n'est pas toujours simple de rencontrer tel ou tel ministre, mais le simple fait d'avoir rencontré le ministre, d'avoir eu 20 minutes avec lui, d'avoir pu lui expliquer nos positions, nos défis, en soi, c'est un gain. Donc, les gains ne sont pas nécessairement là où on les attend. Là. Effectivement. Vas-y, Jacques. Bien, Stéphane, c'est parce que je regarde l'heure avancée, 10h15. Ça ne paraît pas, mais je me suis préparé pour cette réunion-là. J'ai pris un certain nombre de notes que je voudrais passer aux participants.
On a beaucoup parlé ensemble de la relation que vous pouvez avoir avec les élus qui sont au pouvoir, des gens qui détiennent des postes importants au pouvoir. Ce que je veux dire, deux choses que je veux dire là-dessus. La première, il ne faut pas négliger les oppositions. Les oppositions peuvent vous aider à faire avancer des dossiers, soit par des questions à l'Assemblée nationale qui sont posées directement aux élus du pouvoir, ou parce que vous avez besoin d'appui de la part de ces gens-là. Donc, il ne faut pas négliger les oppositions. Il faut que vous rencontriez les oppositions. Il faut vous faire connaître par les oppositions. La deuxième chose que je veux dire est la suivante. Je pense que Martin va être d'accord avec moi. Le meilleur dossier, c'est celui qui monte de la machine par les fonctionnaires vers le cabinet et en même temps qui descend du cabinet vers la machine. Je m'explique. Quand vous préparez un dossier d'importance que vous voulez présenter au gouvernement pour obtenir une subvention, un contrat, une modification, un projet de loi, peu importe, c'est important d'aller rencontrer les fonctionnaires et c'est important d'être capable de faire avancer votre dossier auprès des fonctionnaires. Pourquoi? Quand vous rencontrez un ministre, que vous lui parlez d'un dossier ou son chef de cabinet, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font une fois que vous avez quitté le cabinet? Ils appellent les fonctionnaires, ils donnent le mandat aux fonctionnaires de regarder le dossier. Si les fonctionnaires déjà ont eu connaissance du dossier, ils l'ont apprécié, ils pensent que c'est quelque chose qui est positif, ça va énormément aider votre dossier lorsque vous aurez rencontré l'élu qui, lui, va faire descendre le dossier. Quand je dis qu'il n'y a pas un meilleur dossier que celui qui monte des fonctionnaires vers le cabinet et qui descend du cabinet vers les fonctionnaires, là, il y a une jonction qui est favorable à votre dossier. Alors donc, on se parle de rencontrer les élus, mais les sous-ministres, les directeurs sont, à ma connaissance, Philippe, sont aussi des titulaires de charges publiques et donc, on peut rencontrer ces gens-là aussi. Et à mon avis, à moi, il faut rencontrer ces gens-là aussi. Ce n'est pas suffisant de rencontrer strictement le politique. Ça se peut que votre dossier soit bien bon, puis que le politique l'approuve, puis que ça fonctionne. Mais pour être certain de votre affaire, allez donc voir aussi les fonctionnaires, puis faites avancer votre dossier auprès d'eux. Ça va? As-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Tu rajouterais-tu quelque chose, Martin? Ou... Non, ben moi, je suis tout à fait d'accord, effectivement. C'est que ça peut venir parfois, l'idée, enfin, dépendamment du dossier, mais l'idée, parfois, c'est de sensibiliser le ministre pour qu'il, justement, il donne la commande à ce qu'on appelle la machine, mais qu'il donne la commande de régler le problème du point de vue administratif. Et parfois, c'est par l'administratif qu'on peut sensibiliser, effectivement, l'élu à un problème aussi. Alors, ça va dans les deux sens. C'est ça. Je vais même je vais faire un peu de surf sur ce que tu viens de dire, Jacques, parce qu'on le vit beaucoup dans le milieu municipal. Des fois, on est très insatisfait de comment les fonctionnaires gèrent le dossier. Oui. Puis est-ce qu'aller à l'élu pour se plaindre, là, je dis ça en guillemets, ou essayer de régler ça au niveau politique, c'est la bonne stratégie, ou est-ce qu'on veut juste se mettre le personnel administratif à dos? C'est-à-dire que c'est sûr, là, je vais dire une niaiserie, là, mais c'est certain que c'est mieux de s'entendre avec tout le monde, mais il peut arriver des circonstances où les fonctionnaires, effectivement, se barrent complètement contre un dossier. Puis à ce moment-là, oui, l'élu est quand même celui qui a le pouvoir de décision, puis c'est lui qui a le pouvoir de modifier une décision. Lui, l'élu, il faut qu'il fasse attention à comment il va régler ça avec le fonctionnaire. Tu sais, si ça a l'air de quelque chose qui est un peu wishy-washy, il y a un danger. Mais oui, vous pouvez aller voir un maire ou un conseiller municipal puis lui dire, malheureusement, j'ai le sentiment que je ne suis pas bien traité par l'administration. Puis là, demandez-lui conseil, comment je dois faire ça? Souvent, l'élu va dire, regarde, je vais t'organiser un nouveau rendez-vous avec un tel et un tel, va le voir, parle avec lui, et puis il revient me voir ensuite. Mais oui, ce n'est pas mauvais d'aller voir l'élu, mais dans le fond, ce qu'il faut éviter le plus possible, c'est de cabrer la fonction publique ou l'administration, les fonctionnaires contre vous. Ça, c'est l'objectif. Pas toujours facile. On vit dans toutes les familles.
On le vit dans les familles. Aller chialer à maman quand papa n'est pas gentil, ça ne marche pas tout le le temps. Ben, pas toujours. Ça, il faut être conscient. Mais juste qu'on replace l'équation parce qu'indirectement, vous en avez parlé toutes les trois, mais ce n'est pas tout le monde qui cartographie l'élu, le personnel politique, donc souvent les chefs de cabinet qui ont un rôle, disons-le, assez central. Puis après ça, il y a le personnel administratif ou la fonction publique. Juste établir là, que les gens comprennent bien là, c'est comme pas un triangle, mais pas loin. Là, le personnel politique, ce n'est pas la fonction publique non plus. Là. Je pense que les chefs de cabinet ne sont pas considérés comme des. Sont-ils considérés comme des hauts fonctionnaires? Non. Hein? Non. Ils n'ont pas la protection syndicale et ainsi de suite. Là. Non. Il n'y a pas de protection du tout. Il y a des chefs de cabinet qui durent une semaine, puis il y en a d'autres qui durent 3 ans. Il y en a qui Qu'est-ce qui vraiment a changé dans les dernières années au niveau de la loi puis au niveau de la restriction par rapport à cette représentation, Philippe, là, juste pour qu'on puisse boucler la boucle, bien comprendre c'est quoi les obligations? Bien, au courant des dernières années, il n'y a pas eu de changement majeur à la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. La plus récente serait le projet de loi 6 qui a été adopté, qui va transférer la responsabilité du registre qui est en ce moment au ministère de la Justice au commissaire au lobbyisme, à Lobbyisme Québec, donc qui est en train de préparer une nouvelle plateforme de divulgation des activités qui devrait être plus simple, plus conviviale et tout ça, et qui a extensionné les délais de prescription sur les différentes sanctions qui sont prévues dans la loi, principalement les sanctions pénales. Donc, il y a eu un changement au niveau de la prescription, mais au niveau des modifications législatives, il n'y en a pas eu nécessairement récemment. C'est souhaité par le commissaire au lobbyisme dans le futur sur différents aspects, mais je dirais que récemment, il n'y a pas eu de modification majeure sur les activités qui étaient visées, sur les définitions de lobbyistes, parce qu'on en parlait tantôt, puis j'imagine qu'on va y revenir d'ici la fin de la présentation, juste pour que tout le monde soit au courant, mais les lobbyistes d'organisation, ce ne sont pas toutes les organisations qui sont visées par la loi à l'heure actuelle, mais il n'y a pas eu de modification à proprement parler d'adopter depuis ce moment-là. Ouvre la porte puis finis de définir exactement qui est. C'est pas toujours évident. Tu as une question, je ne sais pas, Philippe, si tu as vu la question de Nathalie dans le chat qui dit dès qu'on rencontre un élu, faut-il s'inscrire? Ce n'est pas dans tous les cas. C'est une bonne question, puis on se la fait souvent poser. Donc, comme je le mentionnais, ça prend essentiellement 3 éléments. Un lobbyiste, une activité de lobbyisme et un titulaire de charge publique québécois, donc visé par la loi sur la transparence. Mais la définition de lobbyiste varie. Donc, c'est-à-dire qu'on a les lobbyistes conseils qui sont des lobbyistes qui sont rémunérés pour exercer des activités de lobbyiste pour un client. Lobbyistes d'entreprise, donc c'est des personnes qui ont des emplois ou fonctions au sein d'une entreprise à but lucratif, d'exercer des activités de lobbyiste pour le compte de leur entreprise. Et on a ce qui vous concerne plus, donc les lobbyistes d'organisation qui ont pour emploi ou fonction d'exercer des activités de lobbyiste pour une partie importante pour le compte de leur organisation. Mais ce que le règlement d'application vient dire, c'est que c'est seulement les organisations qui sont constituées à des fins patronales, syndicales, professionnelles ou composées majoritairement de membres qui sont des entreprises à but lucratif ou des représentants de telles entreprises qui sont visées par la loi. Donc, ce n'est pas tous les OBNL qui sont visés, mais seulement celles-là, donc à des fins syndicales, patronales, professionnelles ou composées majoritairement d'entreprises à but lucratif. Donc, lorsqu'une personne a pour emploi, pour fonction d'exercer des activités de lobbyiste pour une telle organisation, le tout pour une partie importante, bien à ce moment-là, ça va nécessiter une inscription au registre lorsque la personne va exercer des activités de lobbyisme. Excellent. Ça couvre. Donc, au bout de la ligne, si on n'est pas certain, on se réfère au texte de loi qui est en lien sur le site Internet de Lobbyisme Québec. Oui, puis on a des beaux tableaux. Pardon, Martin, on a des beaux tableaux aussi pour vous référer si jamais vous souhaitez faire l'analyse de votre organisation aussi. Oui, des beaux tableaux des beaux tableaux qui nous rappellent justement le fameux formulaire A38. Mais cela dit, pour ajouter au plaisir, c'est que c'est complètement différent aussi à Ottawa. Ce n'est pas du tout la même chose. La loi et le règlement n'ont rien à voir avec Québec. Enfin, il y a des différences significatives. Donc, évidemment, informez-vous avant toute chose. Est-ce que tu dirais qu'au niveau d'Ottawa, la langue, quelqu'un qui serait unilingue français aurait des difficultés à faire de la représentation au niveau fédéral? Oui,
Oui, ça sans équivoque. Moi, souvent, j'ai été, moi, je me considère bilingue, là, très bilingue, mais à un moment donné, on est sur des détails ou des dossiers un peu plus techniques. Ça peut effectivement être une embûche, surtout que, bon, le but, c'est de communiquer hein, à un élu, à un représentant, dans toutes les subtilités possibles, le plus de nuances possibles, un dossier avec vraiment toute la maîtrise qu'on peut démontrer. Donc, oui, à Ottawa en particulier, c'est évident qu'il y a quelques ministères où ça se passe plus en français qu'à d'autres. Là. Je pense entre autres au patrimoine canadien. Quand on a des dossiers avec le patrimoine, ça va assez bien en français, mais souvent ailleurs, on est parfois les seuls francophones dans une réunion. Puis évidemment, la réunion est surtout en anglais. Donc, c'est peut-être pas mauvais d'être adjoint de quelqu'un qui est anglophone, mais qui parle français aussi. Puis de toute façon, des rencontres politiques ou de fonctionnaires, normalement, en tout cas, moi, j'essaie de ne pas les faire seuls. Ça aussi, c'est un autre, peut-être un conseil que je vous donnerais. Il faut faire ça normalement à au moins 2 personnes. Il y en a un qui prend des notes. Ça, c'est important parce que souvent, il est question de la parole donnée. Écoute, il m'a dit ça, le telle date. Et bon, donc, c'est important. La parole donnée, elle vaut. Là. Alors, quand on anime une rencontre, pas en mesure de prendre des notes là, en même temps. Donc, 2 personnes qui vont entendre la même chose, puis qui vont par la suite aussi être capables de débriefer et de savoir exactement ce qui a été dit. Tu sais. J'aimerais qu'on parle de l'utilisation des médias pour faire pression sur les élus. Des fois, on n'obtient pas ce qu'on veut. Martin, je pense que vous autres, vous les avez utilisé cette stratégie-là à quelques reprises, surtout dans le cadre de la crise. Puis après ça, Jacques, tu l'as subi. Fait qu'on on va regarder les deux pans de la patente, là, parce que des fois, surtout au niveau local, des fois, là, on évite sur le communiqué de presse pour dénoncer une situation avec la relation gouvernementale. Oui, puis c'est pas toujours une bonne chose, puis ça a sa contrepartie, ça a des impacts, puis ça peut parfois être négatif. C'est sûr qu'on se fait solliciter, nous, en tout cas au Rémi en particulier, on est souvent sollicité par les médias, puis on donne notre avis sur ceci, sur cela, sur la crise, sur la santé publique, etc. Ça, c'est une chose. D'aller proactivement vers les médias, effectivement, ça peut faire partie d'une stratégie. Il faut que ça soit fait intelligemment. Nous, à l'époque, puis M. Jacques, nous, au cabinet de Mme Beaudoin, à l'époque, on se disait, si on n'existe pas, enfin, les groupes qui n'existent pas qui n'existent pas médiatiquement, existent moins politiquement. C'est sûr que si tu as de la visibilité médiatique, puis quand tu dis quelque chose, ça se retrouve dans le journal, tu es souvent amené à être un peu plus sur le dessus de la pile. C'est la vie qui est ainsi faite. Là. Si tu es un organisme un peu obscur, que tu n'es pas connu, puis que tu ne te passes jamais dans le journal, ben, tu sais bien que tu n'as pas le même niveau de priorité, disons. Tout à fait d'accord avec Martin. Bien, tout à fait d'accord avec Martin. J'aurais une réponse en 2 volets courts. Le premier, c'est que vous pouvez aussi utiliser les médias pour être corroborateur du gouvernement. Ce n'est pas mauvais d'être perçu par le gouvernement comme étant un corroborateur, de telle sorte qu'il y a un dossier qui vous touche, directement ou indirectement. Vous avez une bonne opinion du dossier. Vous voyez que le gouvernement est favorable à ce dossier-là. N'hésitez pas à devenir des corroborateurs. Il n'y a pas un gouvernement qui n'adore pas le fait que des gens qui sont à l'extérieur du gouvernement sortent pour dire voilà un bon dossier, puis voilà donc une bonne décision du gouvernement. Donc, vous pouvez utiliser les médias comme corroborateurs. Quand vous les utilisez pour faire pression sur un gouvernement qui résiste à votre demande, moi, je dirais, je ne sais pas si Martin va être d'accord avec moi, mais faites-le en dernier recours. C'est-à-dire, si tout ce que vous avez essayé n'a pas marché, mais que pour vous, c'est capital, il faut que ce dossier-là débloque, puis que tout n'a pas marché, en dernier recours, utilisez les médias si vous êtes capable. Parce que ça fait monter la pression sur le gouvernement. Écoutez, on arrive vers la fin déjà de notre activité. Peut-être chacun 3 minutes sur peut-être des choses qu'on avait oublié de dire que vous trouvez importantes. Philippe, je vais commencer avec toi. Moi, je pense que ce qui est important, en tout cas à mon niveau, je dirais, c'est sûr que c'est différent de Martin et Jacques, mais je pense que c'est de bien s'informer. Le lobbyisme, ce n'est pas quelque chose qui est simple. C'est une loi qui date quand même de 2002, qui a des termes qui ne sont pas évidents.
Donc, c'est de s'informer le plus possible sur qu'est-ce que le lobbyisme, quand est-ce que je dois m'inscrire, quand est-ce que je ne dois pas m'inscrire, justement pour s'assurer que mes activités de lobbyisme sont faites en conformité avec la loi, puis que j'ai rien à me reprocher par après. Dans le fond, c'est positif pour les lobbyistes de respecter la loi. Ça amène une confiance des citoyens, mais une confiance des élus aussi, parce que de plus en plus de différents ministères, organisations se dotent de politiques justement par rapport aux activités de lobbyisme qui sont faites auprès d'eux. Et donc, à ce moment-là, ils vont faire des vérifications plus approfondies qu'auparavant. Donc, les gens sont de plus en plus impliqués, les titulaires des charges publiques, les lobbyistes aussi. Et c'est de faire en sorte, en fait, que la vision que le public a du lobbyisme ne soit pas nécessairement négative, parce que ce n'est pas le cas. Il y a certains scandales qui ont porté ombrage, je dirais, à la fonction de lobbyiste. Mais dans les faits, c'est une activité qui est tout à fait légitime, qui est même souhaitable. Donc, s'assurer vraiment de respecter les obligations, nous contacter au besoin si vous avez des questions. On a un service à la clientèle en or qui peut répondre à vos questions. Donc, c'est vraiment je dirais, de s'informer et surtout pas hésiter là, de prendre contact avec nous si jamais vous avez des questions. Merci Philippe. Martin? Ben oui, je fais du pouce là-dessus. J'insiste beaucoup. Moi, je reviens à ça, là, malgré tout ce qu'on a pu entendre sur la noblesse et la simplicité du geste, c'est-à-dire on est dans votre circonscription ou on est dans votre secteur, le secteur dans lequel le ministre œuvre. Ouais. On est là, on veut vous informer, on veut vous rencontrer et c'est tout simple là, à la base, là, c'est ça. Là. Bon, après ça, on peut ajouter toutes sortes de couches de complexité, mais à la base, c'est ça, c'est noble, c'est simple, c'est naturel. Je voudrais juste peut-être aussi ajouter peut-être un truc ou une chose assez concrète. Moi, je pense que c'est important, encore une fois, de bien maîtriser son sujet, de le digérer, d'avoir des demandes, mais pas 48. Tu n'arrives pas à un ministre ou à un député avec 48 demandes. Tu as 2-3 choses importantes. C'est structuré. Tu as même un document. Ça aide beaucoup. Un document bien fait avec un graphisme simple. Le député, il n'a pas le temps. Le ministre, il n'a pas le temps. Il y a 20 minutes, il est en train de parler de la traite des vaches. Dans 15 minutes, il va être en train de parler de la loi sur l'identité de genre. Je ne sais pas, tu sais, on n'a pas le temps. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit digéré, il faut que ça appelle à un call to action clair. Et si vous-même, vous n'êtes pas en mesure de faire cet exercice-là, ne demandez pas à un élu de le faire à votre place. Oui, effectivement. Jacques, on va finir ça avec toi. Bien, moi, honnêtement, j'ai fait des croix sur tout ce que je voulais, sur tout ce dont je voulais parler. Alors, peut-être je prendrai des questions si vous en avez. Il n'y a pas l'air d'en avoir trop. Je pense que vous avez été quand même toutes les trois très, très généreux de vos partages. Il y a des choses, tu sais, Amber qui dit qu'il veut réécouter parce qu'il y a trop d'affaires qui se... Vous avez effectivement donné beaucoup d'informations qu'il faut décomposer, qu'il faut être capable d'articuler dans notre quotidien puis de peut-être améliorer nos façons de faire parce que ce n'est pas toujours simple. Là. C'est une bébite... qu'on regarde de loin des fois. Puis, tu sais, on revient aussi à qui sont souvent les gestionnaires. Ce sont des gens qui arrivent de l'extérieur, des anciens intervenants, des anciens coachs. On les met en direction, puis c'est quelque chose de nouveau. Les relations gouvernementales pour beaucoup de gens là, qui tombent dans le milieu des OBNL. D'ailleurs, est-ce qu'on a deux choses? Moi, j'ai peut-être 2 dernières petites questions. C'est-tu encore une game de qui tu connais? Ça a été ça longtemps en politique, là, parce que tu connaissais un ministre, tu connaissais un député, tu réussissais à avoir des avantages. On est-tu encore là maintenant? C'est plus objectif que ça. C'est-à-dire que ça existe toujours des ennemis, puis tu peux toujours, évidemment, mais il faut suivre la loi d'abord, il faut suivre la loi sur le lobbying. Ça, tu peux pas. Puis l'élu, de toute façon, va vouloir que la personne respecte la loi. C'est sûr que les connaissances, ça aide, mais je pense que les dossiers sont traités de façon beaucoup plus objective maintenant, ne serait-ce qu'à cause de la pression des médias, et etc. Moi, je veux juste terminer, si tu permets, Stéphane, en disant que et Martin, et Philippe, et moi, je suis certain qu'on n'aurait aucune objection à ce que des gens qui participent à votre rendez-vous ce matin nous donnent un coup de téléphone s'ils ont besoin de renseignements additionnels ou s'ils ont besoin de conseils. Là, moi, je m'offre à eux et je suis certain que Philippe et Martin font la même chose. Excellent. Écoutez, messieurs, je vous remercie grandement de votre temps ce matin. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois.
nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.